Monsieur le Président, je voulais revenir sur deux points. D'abord, pour rappeler qu'il y a toujours eu, effectivement, il y a toujours des étudiants qui viennent de tous les pays d'Afrique qui font leurs études supérieures, pas qu'en France d'ailleurs, beaucoup dans les pays anglo-saxons et beaucoup dans d'autres pays africains, par exemple en Afrique du Sud, au Sénégal, etc. Donc les cerveaux sont aussi au sein du continent et la formation de qualité se fait aussi au sein du continent et donc ces personnes, ces talents comme on dit, qui rentrent au pays et développent et participent au développement. Actuellement, ça a été le cas depuis toujours et ça continue à être le cas. Donc là aussi, peut-être pour remettre les choses en perspective, les étudiants, les talents, comme vous dites, africains, sont aussi et construisent aussi l'Afrique d'aujourd'hui et vont d'ailleurs de par le monde, pas simplement en France. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est ce qu'avait commencé à dire aussi mon collègue Corbière et ce qu'a dit très excellemment Madame Buffet. C'est qu'il y a une petite musique peut-être inconsciente et pas voulue que j'entends dans plusieurs interventions qui est un peu élitiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des talents au sens large, c'est-à-dire des capacités, des compétences qui participent à construire la France, qui participent à son activité, à sa richesse économique. Ce sont celles d'hommes et de femmes qui n'ont peut-être pas fait d'études supérieures dans de grandes universités françaises, mais qui sont aujourd'hui, y compris les chevilles ouvrières de ce qui fait la France, parce que elles et ils aident à faire tourner les universités, par exemple, les nettoyer, faire sortir de terre les universités sur les chantiers. Et ces talents-là, malheureusement, aujourd'hui, on les maintient dans la clandestinité parce qu'on refuse, par exemple, leur régularisation, alors qu'ils font aujourd'hui la France, et c'est ce que nous avons essayé d'expliquer quand nous avons proposé ces amendements pour régulariser ces talents-là. Merci, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Nous avons indiqué sur cet article en général que nous ne trouvions pas répondre à la situation de la majorité des personnes aujourd'hui qui travaillent et aident notre pays à plusieurs titres. Mais là, il s'agit, y compris pas d'un amendement qui vient de la France insoumise, qui vient du comité contre l'esclavage moderne, qui vient de personnes qui sont impliqués sur ces questions, qui savent les difficultés, la réalité que vivent les personnes au pair. Et effectivement, je trouve ça très problématique. Alors je sais, il y a des gens qui doivent prendre des trains, il ne faut pas allonger les débats, même si nous vous avions prévenu des circonstances, mais je trouve quand même problématique. S'il vous plaît, pas d'interpellation. Seul l'orateur a la parole. Ah non, mais je ne suis pas impressionnée. Madame Obono, poursuivez. Je vais terminer mon intervention. Donc, je trouve ça extrêmement problématique de balayer d'un revers de main sans même expliquer pourquoi vous ne pouvez même pas accepter cet amendement de bon sens, comme on dit souvent, sur une question extrêmement grave, ça a été dit. Et moi, je trouve très bien que les collègues de LR, pour une fois, soient dans le sens plutôt de la protection que de la précarisation des personnes migrantes. Et je félicite l'appel à voter pour ces amendements et je vous appelle, collègues de la majorité, quand même, à avoir un peu de discernement. Ce n'est pas parce que c'est la France insoumise ou GDR qui propose cela à l'initiative du comité contre l'esclavage moderne qu'il faut sectairement voter contre. Pensez à la réalité de ces personnes et essayer de... Merci, Monsieur le Président. Cet article, cela a été dit, instaure la possibilité pour un ou une demandeuse d'asile de demander en même temps un titre de séjour sur un autre fondement que le travail, la vie privée familiale, l'admission exceptionnelle au séjour. Mais en réalité, il vise à restreindre cette possibilité qui a été pour le demandeur ou la demandeuse d'asile qui a été débouté de pouvoir demander un autre séjour pour lequel il ne pourra déposer une demande que dans un certain délai, sauf circonstances nouvelles. Cela entrave, de notre point de vue, gravement la liberté de pouvoir demander un autre titre
titre de séjour. Par là même, cet article nie aux personnes le droit de pouvoir librement faire valoir leur situation, leur lien avec la France et leur intégration. L'objectif, finalement, est d'expulser les déboutés du droit d'asile le plus vite possible après les décisions de l'OFPRA ou de la CNDA. Le défenseur des droits, à propos du projet, dont il dénonce les orientations, a insisté sur la nécessité de construire une politique publique qui organise les parcours migratoires. En réalité, par un ensemble de mesures administratives restrictives des droits. Ce qui est organisé ici, ce ne sont pas les parcours migratoires, au contraire, ces parcours sont entravés et ces dispositifs s'avèrent inadaptés à la diversité des situations, donc inhumains et inefficaces. Nous vous demandons donc, par cet amendement de suppression, de préserver la possibilité à toute personne ayant effectué une demande d'asile de pouvoir demander un titre de séjour sur un autre fondement, ce qui nous apparaît être un droit nécessaire et fondamental de l'administration. Merci, madame. Merci, monsieur le président. Donc, dans la continuité des amendements précédents, nous voulons à nouveau vous proposer de rappeler à travers ce nouvel amendement, en cohérence avec le droit à la vie privée et vie familiale et l'intérêt de l'enfant, ainsi que des considérations élémentaires d'humanité, qu'il serait de bonne administration, respectueuse des droits et libertés, de garantir le droit à la saisine et que celui-ci ne soit pas entravé. En l'état actuel du texte, comment peut-on s'assurer que la personne a été dûment informée de tous ses droits? L'article ne propose en outre pas de délai spécifique pour restreindre ce droit de saisine. Est-ce que ce droit est restreint durant l'examen, après une décision de l'OFPRA et la CNDA? Nous ne comprenons d'autant plus pas l'urgence de légiférer sur ce point que dans l'étude d'impact même de ce projet de loi, le gouvernement reconnaît que seulement 6,3% des déboutés de l'asile sollicitaient ensuite leur admission au séjour sur un autre fondement. Nous vous proposons donc par cet amendement de garantir aux personnes la possibilité de pouvoir toujours demander la reconnaissance de leur droit au séjour. Merci beaucoup. Oui, très rapidement tout de même, parce qu'il nous semble que, encore une fois, nous nous inscrivons positivement sur cet article et il est vraiment dommage, y compris de ne pas avoir une argumentation, alors qu'on sait que la question du droit du sol, on y reviendra, est remise en cause. Il nous semble que ça participerait... que les amendements que nous proposons participeraient à simplifier un certain nombre de démarches administratives et enverraient un signal positif quant à la compréhension que nous avons de tous les apports et de l'appartenance de tous et toutes, de celles et ceux qui le souhaitent en tout cas, à notre peuple. Il est vraiment dommageable que ni le gouvernement ni la rapporteure n'aient point de choses à dire sur un sujet aussi important. Merci. L'alinéa 4 de cet article 26 doit, selon nous, être supprimé, car cette alinéa tend à permettre à l'OFII de maintenir en activité les médecins recrutés sous contrat qui effectuent des visites médicales jusqu'à l'âge de 73 ans par dérogation aux droits de la fonction publique. Il s'agit de faire face au manque de médecins exerçant dans cette institution. Après avoir tenté d'introduire cet amendement par 2 fois, le gouvernement a, semble-t-il, trouvé un nouveau véhicule législatif. Pour autant, nous avons 2 raisons principales de voter contre cet amendement et cet article. Premièrement, entre 67 et 73 ans, il est très probable que les médecins n'aient plus de pratique professionnelle en dehors de l'office, ce qui aurait pour effet de les désactualiser de l'évolution des progrès des connaissances et de l'évolution de la pratique médicale. Ceci est d'autant plus flagrant que le gouvernement fait seulement référence à un seul précédent pour un âge de 73 ans des médecins qui avait été introduit par une loi en 2016 sans étude d'impact. Deuxièmement, il nous semble plus adéquat de procéder à des recrutements plus à même de garantir des visites médicales de qualité. La solution proposée ne répond pas véritablement au problème de fond, qui est le manque de moyens humains et financiers alloués à l'OFII. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement de suppression. Merci. Sur cet amendement 977, quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure? Défavorable. Monsieur le ministre d'État, l'avis du gouvernement? Défavorable. Défavorable. Je mets donc... Madame Obono, vous souhaitez... Merci, Monsieur le répondre? Président. C'est encore une fois dommage que nous n'ayons pas plus d'explications. Peut-être que le gouvernement et la majorité est embarrassés, ayant essayé d'introduire à chaque fois ce cavalier.
je pense que là, on voit, comme c'était le cas sur les questions de justice, là, il s'agit des questions de santé, où pour le droit des demandeurs, demandeuses d'asile, des migrants, on se satisfait d'un abaissement des exigences en matière de qualité, y compris sur des problématiques tout de même, où on le dit et on le sait, la question de la santé physique et mentale des personnes migrantes est fondamentale dans la capacité à pouvoir juger de leur parcours. Et là, on a donc une manière, alors encore une fois, complètement inefficace et contre-productif, où au prétexte que nous n'avons ou que nous ne prenons pas, ou que le gouvernement refuse de prendre les moyens pour augmenter la démographie médicale, pour recruter plus d'agents et de personnel, donc un argument d'austérité budgétaire, on voit à la baisse les exigences en matière de santé publique. C'est à l'image de l'ensemble de ce texte sur l'ensemble des services publics et ça nous semble particulièrement lamentable. Merci Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous proposons cet amendement parce que nous estimons effectivement, Madame la rapporteuse, que le CESEDA mérite pas simplement une simplification, mais une remise à plat. Et c'est effectivement ce que demandent beaucoup d'associations, beaucoup de magistrats, d'avocats que nous avons entendus comme vous, même si vous n'avez choisi que de retenir qu'une partie de ce qu'elles et ils disaient. Nous estimons que les conditions actuelles, comme on le voit, mais plus généralement d'examen de ce texte, vous avez choisi sciemment de mélanger la question du droit d'asile avec la question d'une politique migratoire, ne permettait pas d'avoir un véritable débat sur le CESEDA. Nous l'avons dénoncé depuis le départ. Et maintenant, nous faire le reproche de ne pas nous rendre compte de l'importance du sujet du CESEDA alors que vous mettez en fin d'examen de cet article, de ce projet de loi, un article qui subrepticement, soi-disant, encadre la simplification par ordonnance, c'est-à-dire que vous déniez au Parlement le droit de pouvoir discuter concrètement et de pouvoir assumer cette politique. Une ordonnance donne un blanc-seing, c'est par définition, et ne permet pas au Parlement d'en discuter, y compris dans de bonnes conditions. Mais écoutez, non, nous n'acceptons pas cette manière de faire, et c'est pour ça que nous présentons ces amendements pour le respect du débat parlementaire, un minimum. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Il semble que pour ce gouvernement, l'urgence en matière d'amélioration des conditions de droit au séjour ne consiste pas à s'intéresser à la situation des personnes détentrices d'un titre qui leur permet de travailler, étudiants, détenteurs de la vie privée, familiale, etc. L'urgence n'est pas de prendre en compte les nombreuses difficultés qu'elles peuvent rencontrer, que ce soit pour la délivrance ou le renouvellement du titre. L'urgence du gouvernement, ce serait d'améliorer les conditions pour un nombre extrêmement restreint de personnes, à savoir celles qui font l'objet d'une mobilité intragroupe au sein de l'Europe. Il y a une attitude quelque peu problématique à améliorer les conditions des uns, représentant moins de 1% des premiers titres délivrés, alors que la situation des 262 000 autres n'est absolument pas abordée. Nous pensons que nos concitoyens et concitoyennes ont bien conscience que seules les personnes qui font l'objet d'une mobilité intragroupe ne sont pas les travailleurs et travailleuses des petites et moyennes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, mais bien celles et ceux des grandes entreprises, ce alors que même que celles-ci ne sont pas moins de 300 sur le territoire. On voit là, encore une fois, y compris en matière de droit des étrangers, quelle est votre priorité? Elle ne va pas dans le sens du plus grand nombre. Président, oui, nous nous targuons de vouloir garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et nous sommes pour donner des moyens aux forces de police. Nous l'avons proposé à plusieurs reprises dans les différents textes que nous avons étudiés, Madame la rapporteure, sur les besoins des polices d'investigation, sur la lutte contre les filières et pas simplement en termes d'immigration. Donc nous sommes tout à fait cohérents quand nous disons que votre article ne pénalise pas tant les filières, même s'il faut saluer le nombre de cas qui peuvent être démantelés par les forces de police, mais va pénaliser surtout les parents, y compris les parents les plus vulnérables. Et on peut sortir les chiffres du nombre de cas de fraude, mais sur l'ensemble, y compris dans votre étude d'impact, sur l'ensemble des reconnaissances qui ont lieu aujourd'hui, elles ne représentent qu'une minorité.
Et donc vous voyez encore une fois qu'en utilisant et en légitimant les soupçons développés par le FN, développés par LR, de soupçonner à chaque fois les migrants et les migrantes, les demandeurs et demandeuses d'asile de fraude, vous ne faites qu'entretenir un climat négatif et qui ne correspond en plus pas à la réalité des faits et des parents qui s'occupent de leurs enfants. Merci, chers collègues. Non, mais répondre, étant donné qu'il n'y a absolument eu aucune explication et que Monsieur le ministre trouve ça très drôle de toute évidence. S'il vous plaît, chers collègues, respectez l'oratrice sur ce sujet qui a encore la parole. Je vais... Nous avons entendu des mugissements de ce côté. On voudrait vérifier qu'il n'y ait pas d'animal dans l'Assemblée avant de pouvoir poursuivre. Non, mais c'est le cas. Excusez-moi. Alors, la séance est suspendue pour 3 minutes. Nous voterons en reprenant la séance. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous réinsistons et ne comprenons pas cet avis négatif, puisque l'on sait, et ces derniers mois, l'expression de tant et tant de femmes, notamment sur la question des violences dont elles sont victimes, et l'expression surtout des difficultés qui existent aujourd'hui pour ces personnes, de ne serait-ce que franchir les pas d'un commissariat sans même parler de maintenir des plaintes et de pouvoir survivre le parcours de combattante qui est aujourd'hui le parcours judiciaire. Tout ça devrait, je pense, vous convaincre de voter cet amendement parce que vous rajoutez en fait un obstacle supplémentaire à ce qui est déjà une forme de déni et de violence que subissent ces personnes. Et nous regrettons en effet que cet amendement ne suscite qu'un rejet sans explication. Peut-être que ça signifie qu'il n'y a pas d'argumentation. Et nous espérons vraiment que vous ne rejetez pas cet amendement simplement parce que c'est nous qui le proposons de manière sectaire. Nous vous appelons donc à le voter parce que ça va dans le bon sens. Nous pensons que cette mesure va dans le bon sens et que ça pourrait vraiment améliorer la situation des premières personnes concernées. Merci, Madame. Le soutien matériel, éducatif et psychologique dont bénéficient les mineurs et jeunes majeurs confrontés à des difficultés familiales, sociales ou éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre doit être étendu aux lycéens et lycéennes étrangères isolées. Dans la perspective de favoriser l'insertion à la société française de ces jeunes, nous proposons d'offrir la possibilité à l'État d'expérimenter l'accompagnement de ces personnes dans leur accès au marché du travail dans les premières années de leur vie adulte. Le ou la représentante de l'État dans le département pourrait ainsi expérimenter la mise en place d'une prise en charge des lycéens et lycéennes étrangères isolées jusqu'à leurs 21 ans dans les départements volontaires par la délivrance de contrats jeunes majeurs. Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement pour permettre aux moins de 21 ans de trouver une formation ou un travail, tout en ayant la possibilité de se loger et de subvenir à leurs besoins pour celles et ceux dont la famille n'est pas en capacité de le faire. Les jeunes étrangers isolés n'ayant pas, par définition, pas de famille susceptible de les aider, il est logique de notre point de vue que l'État, c'est-à-dire la collectivité nationale, s'en charge. Des résultats concluants à ces expérimentations seraient de nature à faire considérer aux législateurs et à la législatrice comme logique d'offrir, après avoir offert à ces personnes l'accès à l'éducation et aux conditions matérielles nécessaires de cette éducation, l'accès au marché du travail. Merci, Madame. Merci, Monsieur le Président. Bien que nous allons voter contre l'amendement de Monsieur Larrivé, on ne peut malheureusement qu'être d'accord au moins avec la dernière partie de l'argumentation de Monsieur Dumont, puisqu'effectivement, Madame la rapporteuse, c'est vous qui avez introduit cette question. C'est vous qui, y compris avec la confusion que vous faites dans ce projet de loi, remettez en cause un certain nombre de choses. Et il ne s'agit pas, au terme d'un débat où on a entendu beaucoup de choses assez terribles qui n'ont pas fait beaucoup honneur à notre Assemblée ni à notre pays. Il ne s'agit pas d'instrumentaliser une question, mais il s'agit pour nous, et nous y tenons, d'affirmer un certain nombre de principes, comme nous l'avons fait tout au long du texte, affirmer un certain nombre d'idées, mais aussi répondre à un certain nombre de situations très concrètes. Parce que si vous dites et que vous affirmez aujourd'hui que le droit du sol n'est pas remis en cause
dans la pratique, c'est que vous niez la réalité et les difficultés que connaissent des dizaines et des dizaines de nos compatriotes qui sont nés en France, mais à qui on dénie non pas l'honneur, mais le droit fondamental de pouvoir avoir accès à cette nationalité. Et donc pour les principes, mais aussi pour répondre à un certain nombre de difficultés réelles, concrètes, nous vous appelons à voter notre amendement. Merci, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. En 1989, la loi Joxe a instauré dans chaque département des commissions du titre de séjour qui sont dans les faits chargées de s'assurer que les préfectures ne traitent pas expéditivement les dossiers qui les sont les plus risqués. Son existence même est une illustration du dysfonctionnement des préfectures, désormais de plus en plus sous-dotées en moyens humains et financiers. La preuve. Quels dossiers font l'objet d'une saisine automatique de la commission de titre de séjour? Par exemple, le refus de renouvellement d'un titre de séjour vie privée et vie familiale, un des titres de 1 an les plus protecteurs, le refus de délivrance d'un titre de séjour pour un étranger ou une étrangère qui justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Les commissions du titre de séjour sont devenues de vraies garanties pour les étrangers et étrangères face au dysfonctionnement de l'administration. Nous souhaitons ainsi les renforcer et les moderniser. Tout d'abord, en étendant la saisine à tous les refus de titres. Ensuite, dans leur composition, puisque le défenseur des droits et la présidence de la Commission nationale consultative des droits de l'homme pourront chacun nommer un membre dans cette commission. Notons que le défenseur des droits a déjà un vivier de plus de 500 délégués sur le territoire. Ensuite, instaurer une vraie procédure contradictoire et protectrice et s'assurer qu'un avis positif. Merci, Monsieur le Président. S'assurer donc qu'un avis positif lie le préfet. Nous ne doutons pas que ces mesures qui permettront une meilleure efficacité de cette commission et sa modernisation trouveront votre assentiment. Merci, Madame. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, sur le premier point, il nous est fait référence à la circulaire Valls, dont, effectivement, un certain nombre de dispositions ont facilité des situations, mais Madame la rapporteuse, si vous connaissez aussi tout le travail que font les associations comme nous tous, vous savez que dans la réalité, cette circulaire reste encore assez restrictive et ne permet pas de régler un certain nombre de situations qui amènent des personnes à contourner, y compris des employeurs, à contourner de toutes les manières possibles la loi. Nous voulons simplement régler ces situations très concrètes, encore une fois. Et deuxièmement, vous n'avez peut-être pas entendu très attentivement ce qu'a dit notre collègue Taurine, parce qu'il ne s'agissait pas, encore une fois, de nier la réalité. Nous la connaissons comme vous. Nous sommes aux côtés de toutes les personnes qui peuvent être concernées par ces situations de polygamie et en être victimes, comme vous, j'en suis sûre. Mais vous avez très bien, ou alors relisez ou réécoutez la vidéo, notre collègue a indiqué qu'il y avait une forme d'amalgame et d'insinuation qui faisait peser sur toute personne étrangère ce soupçon de polygamie. Et c'est à ça, effectivement, que nous nous opposons. Nous sommes toujours du côté de toutes les personnes qui sont victimes de violences ou de discrimination et nous refusons tous les amalgames qui mettraient les personnes étrangères dans ce type de pratique. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc voilà un exemple très concret sur lequel il y a matière à améliorer la dite circulaire Valls, puisque même si il y a la mention à laquelle vous faites référence, Madame la rapporteure, il nous semble nécessaire parce que, encore une fois, dans la réalité, très concrètement, de nombreuses personnes sont encore confrontées à ces problèmes. Donc, en partant des réalités du terrain que vous connaissez, il nous semble nécessaire, étant donné ce qui a été aussi relevé sur d'autres cas, la différence qui existe entre les différentes préfectures, d'inscrire très clairement dans la loi ce principe, parce que ça permettrait qu'il y ait un traitement égal sur tout le territoire et ça permettrait effectivement qu'il n'y a pas cet effet de seuil, je suis sûre, contre lequel vous êtes. Et donc, nous appelons donc à voter pour cet amendement. Merci. Alors, cet amendement vise à rétablir la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence pour les étrangers et étrangères, en s'inspirant, oui, des grandes lois progressistes de notre pays, telles celle du 17 juillet 1984, qui a depuis été balayée par la lente infusion des idées de l'extrême droite dans le débat public, dans un but
électoraliste et démagogue. En effet, pour illustrer à quel point on a voulu tromper le peuple en désignant les étrangers et étrangères comme source de ces problèmes, alors que, on le sait, ce n'est pas l'immigré, mais le banquier le problème, alors que c'est bien l'oligarchie qui appauvrit, précarise, démantèle les services publics et invisibilise la souffrance, et qu'on a pointé du doigt les personnes étrangères, les immigrés. Voici, s'il vous plaît, merci, quelques chiffres. Selon les données de l'INED, en 1982, 6,3% d'étrangers et d'étrangères en France et 6,1% en 2014. Il n'y a pas, n'en déplaise aux députés FN, LR et autres, il n'y a pas une invasion, il n'y a pas une submersion. Ce mouvement de xénophobie et de diabolisation s'est donc traduit par la précarisation des titres de séjour, la norme étant devenue les titres précaires qui engendrent pour autant de lourdes démarches administratives. Par cet amendement, nous voulons donc revenir au droit de 1984, 3 ans et non 5 ans pour pouvoir demander une carte de séjour de 10 ans et un titre de séjour d'1 an de droit pour celui et celle qui établit avoir résidé en France depuis au moins 15 ans. Merci, Monsieur le Président. Donc, par rapport aux réponses qui ont été faites, effectivement, nous avons déjà eu cette discussion et nous n'avons toujours pas entendu d'arguments de fond qui répondent aux soucis que nous soulevons, qui a été aussi soulevé, je le répète à nouveau, par des magistrats, par des avocats, par les membres de la CNDA qui ont été en grève et en mobilisation pour exiger de meilleures conditions de travail et de rendu. Et c'est bien dommage, nous reviendrons à nouveau sur ces sujets lorsque nous aborderons d'autres travaux, notamment sur la question des chantiers de la justice. Et nous déplorons que, encore une fois, à travers le droit des étrangers, à travers les problématiques de l'asile, on teste et on expérimente une justice dégradée, une justice bis, qui, malheureusement, nous le craignons, va s'étendre à l'ensemble des justiciables français et françaises. Nous appelons donc la majorité de nos collègues, qui je suis sûre ont à cœur qu'il y ait une même justice pour toutes et tous, qui ont à cœur que les dossiers présentés devant la Cour nationale de demande d'asile soient effectivement étudiés avec toute l'attention et que les jugements rendus le soient avec tous les éléments possibles, à voter notre amendement. Merci. Merci, Monsieur le Président. Si vous le permettez, je défendrai également le 1007. D'accord. Alors, comme cela a été indiqué par notre collègue Coquerel, nous refusons que les droits fondamentaux soient tordus au gré des kilomètres qui séparent Paris d'un territoire. Cette fois, nous parlons de Mayotte et notre collègue Kamardine en a déjà beaucoup parlé avec un certain nombre de choses sur les constats et sur les difficultés que nous partageons. Notre collègue Jean-Hugues Ratmon a eu l'occasion de s'y rendre à plusieurs reprises. Et encore une fois, le constat est partagé. Nous continuons à le dire, ça a été dit également par Éric Coquerel. Nous pensons qu'il faut investir dans un plan de rattrapage des services publics, que l'insécurité sociale extrêmement forte qui existe à Mayotte nourrit et alimente l'insécurité civile qui est constatée jour après jour. Et donc, il y a des besoins en termes d'investissement, d'éducation, de formation fondamentaux auxquels il faut répondre, ainsi que l'enjeu d'un co-développement régional, ici notamment avec les Comores. Par ces amendements, nous proposons à nouveau de garantir au milieu l'égalité des droits sur les territoires, ainsi que des droits procéduraux et le droit à un examen sérieux et complet des demandes d'asile par l'État. Les alinéas tels que proposés par le gouvernement écartent, pour le département de Mayotte, l'application des dispositions de l'article 16 visant à permettre au juge des libertés et de la détention de statuer dans un délai de 48 heures sur la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention, afin que le juge ne puisse statuer au-delà du 7e jour de la rétention, délai proscrit par le Conseil constitutionnel. À cet effet, nous proposons de modifier la phase de rétention administrative sans possibilité de saisir le juge à non plus 5 jours, mais à 48 heures, comme le droit commun. Cet amendement vise une nouvelle fois à éviter à la France une condamnation supplémentaire de la part de la CEDH et nous continuons à l'affirmer.
Mayotte, comme tous les territoires ultramarins, doivent bénéficier de l'égalité républicaine en termes de besoins sociaux, en termes de financements sociaux, mais aussi en termes de garantie des droits et libertés démocratiques. Merci. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. Chacun a regagné sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. 391 votants, 367 exprimés, majorité absolue 184, pour 228, contre 139. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi.